Bonjour et bienvenue dans notre nouvel épisode de Mind Matters, le podcast de l'Association luxembourgeoise pour le dialogue interculturel qui explore les dessous de la santé mentale des jeunes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche profondément la jeunesse et parfois en silence, l'impact des discriminations, des discours de haine sur la santé mentale des jeunes. Et pour nous éclairer, nous avons le plaisir d'accueillir Madeleine, directrice de One People ASBL, une association fondée en 2021 au Luxembourg et qui travaille à renforcer un antiracisme citoyen et interculturel et lutte également pour une égalité réelle des chances dans le respect des droits fondamentaux au Luxembourg. Merci d'être avec nous, Madeleine. Merci pour l'invitation. Alors, sans plus tarder, je vais te poser la première question, qui est notamment de savoir, d'après toi et d'après le travail de terrain formidable que tu effectues, quelles sont les différentes formes de discrimination auxquelles les jeunes font face au quotidien au Luxembourg? En fait, ça dépend beaucoup des classes d'âge, hein, parce qu'en fait, chez les jeunes qui sont scolarisés au premier niveau, on va dire entre 13 et 15 ans, ils sont entre amis, ils sont à l'école. Donc la discrimination et la violence en fait raciale, ils vont la rencontrer plutôt à l'école. Donc c'est un endroit où ils passent quand même plus de 8 à 10 heures par jour. Donc c'est pas parce que les autres enfants sont forcément racistes ou autres, mais c'est parce qu'on vit dans une culture qui est quand même racialiste. Et donc nous, quand on fait les ateliers dans les écoles, en fait, c'est quand même un moment où on crée un espace sécure, en fait, un safe space, où on va échanger en fait avec les élèves. Et parfois, voilà, ils nous disent des choses que nous-mêmes on n'imagine pas. Mais voilà, c'est donc tout dépend des classes d'âge, comme je disais. Et après, je pense que ensuite, quand on arrive en fait au niveau universitaire ou quand on est confronté à la recherche d'emploi, à la recherche de logement, ou encore, oui, je veux dire, je pense qu'on arrive dans le vrai monde. En fait, on comprend en fait à quel point la société elle est racialiste et à quel point la société est capable de discriminer sur le marché de l'emploi, sur le marché du logement et également au niveau des salaires, au niveau des évolutions. Bon, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et je pense que quand on est jeune, c'est une violence en fait qu'on découvre sur le terrain, comme tu dis. C'est effectivement le problème parce que cette expérience existe et les jeunes ont parfois du mal à les nommer. Et justement, d'après toi, quel peut être le lien entre ces expériences de discrimination et la santé mentale, notamment des jeunes? Mais je pense qu'en termes de santé mentale, on a pu le voir déjà, ne serait-ce que pendant le Covid. C'est-à-dire que pendant la période Covid, qui était difficile, on va dire pour tout le monde, déjà pour les adultes comme pour les jeunes, mais il y a eu une véritable remise en question en fait de l'avenir pour les jeunes, de ce que c'est que l'avenir, de comment on définit son identité, il y a eu beaucoup de choses. Après, sur les réseaux sociaux, etc. Moi, j'étais très choquée, par exemple, pendant la période Covid, d'avoir des situations en fait d'étudiants étrangers qui étaient du coup sans emploi, sans ressources de revenus ni rien, et pour lesquels on a dû faire des collectes alimentaires. On a eu également, je veux dire, des problèmes avec des jeunes qui se sont suicidés pendant aussi cette période de Covid. Et je pense que cette violence-là, on n'en a pas parlé. Ça a été tu en fait par les institutions, que ce soit ici au Luxembourg, en France ou dans le reste de l'Europe. Je pense que cette jeunesse-là, elle a beaucoup moins confiance dans l'avenir. On a créé des peurs en fait qui n'ont pas lieu d'être parfois. Et oui, il y a des vrais traumas, quoi. En plus, on peut rajouter à ce fait-là qu'on est dans une société qui est très individualiste, très personnelle. Donc du coup, forcément, la remise en cause est souvent individuelle, au lieu de remettre en cause le modèle sociétal dans lequel on inscrit en fait son développement. Et donc c'est pour ça certainement qu'on a eu des taux de suicide qui étaient quand même assez importants pendant cette période-là et même après. Et voilà, je pense que c'était un traumatisme pour les jeunes cette période de Covid. Et je pense après que le fait qu'on soit dans une société qui est très individuelle et en plus qui avec les réseaux sociaux veut que tout aille vite, on se retrouve avec des vrais questionnements parce que en réalité, pour comprendre la société, pour se développer, ça va pas vite. C'est-à-dire que il faut 20 ans pour grandir, 30 ans pour devenir un homme, 40 ans. Et voilà, c'est pas en 5 minutes
avec une vidéo TikTok qu'on règle un problème, quoi. Effectivement, tu as évoqué tout à l'heure la question des réseaux sociaux et nous sommes à l'ère de la digitalisation, à l'ère de l'intelligence artificielle. Et comment est-ce que ces réseaux sociaux influencent concrètement justement les rapports que les jeunes peuvent avoir avec la discrimination? Est-ce que ces réseaux sociaux justement contribuent à renforcer la discrimination et les discours de haine, ou alors les réseaux sociaux ont aussi un autre rôle, en quelque sorte, de favoriser cette lutte contre la discrimination et les discours de haine? Il faut être très honnête par rapport aux réseaux sociaux, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, en fait, c'est des algorithmes. Donc, c'est des algorithmes qui vont travailler sur voilà, de la visibilité et pas forcément sur le contenu du message ou le contenu du discours. On l'a vu, par exemple, sur les campagnes politiques où on a eu certaines personnalités politiques qui sont présentées avec des chats sur les réseaux sociaux pour gagner, en fait, un nombre plus important de vues, de followers, de choses comme ça. Et pourtant, le discours derrière était un discours de haine, hein. Donc, on sait que les réseaux sociaux sont très impactants pour les jeunes aujourd'hui parce ils y sont connectés H24. Je ne sais même plus quel est le nombre d'heures de connexion qu'on peut avoir sur ces différents réseaux si on regarde les statistiques. Mais sur ces réseaux, voilà, il y a le pire comme il y a le meilleur. Et du coup, le problème en fait des réseaux, pour moi, c'est que les algorithmes en fait vont vous montrer que ce que vous regardez. Donc vous allez rester dans une bulle. Alors ça peut être des bulles dépressives du coup, parce que si on commence à regarder des choses qui sont un peu dépressives, en fait l'algorithme va envoyer de plus en plus de choses dépressives. Hein. Donc alors qu'il y a vraiment énormément de choses. Hein. Et donc si on est voilà, sur des thématiques particulières, il va nous envoyer toujours des thématiques particulières. Et pour comprendre les réseaux sociaux, je pense qu'il faut vraiment être libéré en fait de leur impact, c'est-à-dire que d'aller chercher soi-même en fait des sujets, les intérêts, etc. Et pour aller les chercher soi-même, ben, du coup, il faut quand même ne pas rester connecté à H24 et avoir une autre perception du monde. Donc une perception parfois un peu plus réaliste. Après, sur les réseaux, je dirais également que, comme je disais, il y a le pire et le meilleur. Hein, donc c'est-à-dire qu'on a vu un fort développement aujourd'hui en fait sur les réseaux via l'intelligence artificielle et via aussi le travail de plusieurs influenceurs, un travail d'historisation, en fait, de remise en valeur de l'histoire noire, de l'histoire indienne, je pense aux Indiens d'Amérique, des autochtones également d'Australie. En fait, il y a énormément de choses qui sont disponibles pour s'enrichir, en fait, par rapport à la vision du monde qu'on peut se faire. Je pense que ça peut être, c'est une force aussi d'avoir toutes ces informations-là. Donc, c'est clair que après, moi, je suis toujours un peu étonnée que certains jeunes, en fait, n'y vont pas. Mais c'est normal, puisqu'en fait, comme je disais tout à l'heure, l'algorithme ne propose que ce qu'on veut regarder. Donc, si on veut regarder des défis de danse toute la journée, il nous proposera des défis de danse toute la journée. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il faut savoir s'en détacher pour essayer de mieux comprendre le monde. Le monde ne se vit pas uniquement à travers les algorithmes, mais dans la réalité concrète. Dans votre travail au quotidien, vous abattez notamment un formidable travail en matière de lutte contre le racisme et les discours de haine, et vous organisez généralement le Black History Month. Et qu'est-ce que les jeunes vous confient généralement au quotidien sur ces questions de discrimination et de discours de haine? Si on va par exemple particulièrement sur Black History Month, cette année on a fait plusieurs actions vers les jeunes justement. On a fait des projections, débats sur différents films. Donc sur le film Fanon par exemple, qui est un personnage que peu de jeunes connaissent, et pourtant qui est une figure emblématique de l'anticolonialisme, qui a écrit plusieurs ouvrages, donc Peau noire, masque blanc. Il a écrit Les damnés de la terre également. Et on a fait quoi d'autre encore pour les jeunes? On a projeté également African Glory, qui est l'histoire d'Aboubacar II, qui a traversé l'Atlantique bien avant Christophe Colomb. Donc, qui est parti du Mali ou du Sénégal, je ne sais plus, et qui a traversé l'Atlantique bien avant Christophe Colomb avec après quasiment 2000 bateaux. On a projeté, on a eu des conférences également, justement, au LTC. Et ce qui était intéressant, en tout cas, durant tous ces événements, justement, c'est de se rendre compte à quel point, en fait, l'histoire n'est vue dans les établissements scolaires souvent sous un seul angle. Donc forcément, du coup, il y a une méconnaissance de l'histoire noire, de l'histoire, pareil également, parce qu'on en a parlé aussi,
des indépendances indiennes, de toute cette histoire-là, qui en fait est une histoire universelle. C'est-à-dire que si on arrive à comprendre cette histoire-là, on arrive à mieux comprendre le monde et les enjeux, non seulement les enjeux de pouvoir, mais également voilà, les enjeux économiques et pourquoi on est dans cette situation-là aujourd'hui, avec une société qui est, comme je disais tout à l'heure, qui est fortement basée sur la race, avec un racisme systémique qui est complètement... en fait, que les gens ne perçoivent même pas tellement, c'est rentrer dans les habitudes, hein, de se dire, voilà, si je dépose mon dossier dans une commune, bah, je vais attendre 6 mois, ce qui n'est pas normal, je veux dire, clairement, que je vais être reçu à l'hôpital d'une certaine façon en fonction de mon ethnie. Donc les gens se préparent psychologiquement à ça en se disant, ben voilà, je peux rien y faire. Moi, je pense que voilà, y a des actions à mettre en place et c'est ce qu'on fait chez One People. Formidable travail. Et à t'entendre parler, on essaye d'établir notamment un lien entre les discriminations et aussi l'histoire. Et comment est-ce que pourrait notamment amener les jeunes à davantage s'intéresser aux questions d'histoire, parce que justement c'est de l'histoire parfois que se fondent certains troubles psychologiques. Et justement, comment est-ce que amener les jeunes à mieux s'intéresser à l'histoire, notamment de leur pays, mais pas seulement de leur pays, mais aussi l'histoire du monde de manière globale, l'histoire des rapports entre les individus. Bah, l'histoire, en fait, c'est à la fois simple et compliqué. Parce qu'en fait, l'histoire, ça commence dans le cercle familial, ça commence par connaître, par exemple, l'histoire de son père, de son grand-père, de son arrière-grand-père. Je pense que c'est quelque chose qui, auparavant, était plus naturel dans les familles. Et il faut savoir que voilà, il y a des familles qui sont traumatisées tout simplement parce que du fait de l'histoire de l'immigration. Donc il y a des parents qui ont immigré dans des situations assez compliquées, qui ont eu des passés assez compliqués et qui ont du mal à partager ça avec leurs enfants. Et donc parfois ils vont le taire, ils vont pas le partager. Et puis il va s'installer en fait et dans la famille et dans le développement de chacun cette espèce d'individualisme de se dire en fait il faut réussir coûte que coûte, il faut y arriver coûte que coûte. Mais en fait on oublie le pourquoi. On oublie pourquoi on est là, pourquoi peut-être, voilà, mon père il a traversé la Méditerranée, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette traversée, tout ça. Et donc forcément, si on connaît cette histoire-là en tant qu'enfant par rapport à sa famille, on grandit déjà différemment, on a une autre vision de l'immigration, parce que l'immigration, ça ne concerne pas que les autres, ça concerne toutes les familles ici au Luxembourg, hein. On a 180 nationalités différentes, et tout le monde ne vient pas que pour travailler dans les institutions européennes. Oui. Et donc forcément, oui, l'histoire, c'est à la fois très, très personnel. Je pense que pour la comprendre, il faut déjà comprendre l'axe personnel. Et ensuite, cette histoire-là, elle est globale. C'est-à-dire que ce qu'on peut dire, c'est que, en fait, ce sont nos histoires individuelles qui créent l'histoire collective. Et ça, faut pas l'oublier. C'est-à-dire que souvent, on va nous dire, voilà, on va se rappeler de certains pans de l'histoire européenne, et pourtant, on va taire nos propres histoires individuelles. Et ça m'amène justement à te poser une question plus ou moins personnelle, si tu le permets justement. Est-ce que ton engagement pour les questions de lutte contre la discrimination et le racisme vient justement d'une expérience ou bien d'un moment particulier de ta vie? En fait, moi, j'ai toujours été quelqu'un voilà, qui défend un peu les injustices, un petit peu. Je veux dire, quand j'étais plus jeune, déjà, quand j'étais jeune, j'étais un peu rebelle. Et en fait, quand j'ai fini mon premier master, en fait, j'ai travaillé pour l'association AIDS, qui est une association de lutte contre le sida. Et pour être très honnête, je le raconte de temps en temps, pour être très honnête, moi je suis sortie de l'université, pour moi tout le monde est hétéro, voilà, je veux dire, le VIH, voilà, c'est une pandémie, mais je sais pas trop, tu vois. Et en fait, j'ai travaillé 1 an dans cette association-là où j'ai appris vraiment la vie. Je veux dire, j'ai appris ce que c'était que le travail associatif, donc c'est-à-dire le non-jugement, le respect de l'autre, et aussi j'ai découvert que finalement tout le monde n'est pas hétéro. Donc, et que finalement dans les couples les gens se trompent, voilà, que l'amour c'est pas quelque chose d'universel et quelque chose je veux dire. Et voilà, c'était aussi pour moi une découverte en fait de la vraie vie. Donc on a accompagné des malades en fin de vie, on a fait des choses comme ça. Et moi j'ai eu cette expérience-là quand j'avais une vingtaine d'années, j'avais 25 ans. Hein. Et après cette expérience-là, du coup, j'étais dans le cadre de cette expérience, je suis partie aux Antilles pour faire aux Antilles en Guadeloupe, plus précisément,
faire une distribution de préservatifs parce qu'il y avait une grosse pandémie en Guadeloupe, hein, avec des problématiques aussi de toxicomanie parce que c'était l'époque où le crack est arrivé sur le marché, une grosse dépendance, etc. Donc j'étais là-bas et c'est là-bas en fait que je suis tombée sur le livre de Frantz Fanon, Peau noire, masque blanc, à l'aéroport. Et en fait, je suis tombée sur ce livre-là. Je vois sur la couverture en fait un homme noir. Et je me rends compte, bien que j'avais un master en économie, que j'avais fait des études, j'avais plusieurs diplômes déjà, je pensais avoir une expérience de vie qui était déjà riche. Hein. Et là, je me suis rendu compte que j'avais jamais lu un livre écrit par un homme noir. Et donc, j'ai acheté le livre et ensuite, j'ai lu Césaire, Henri Diop, j'ai lu même les discours de Malcolm X, ceux de Martin Luther King également. Et puis voilà, et ça construit sa culture parce que du coup, ce sont des personnes en fait qui me parlaient de mon identité, qui me parlaient finalement de ce que c'était qu'être noir dans une société blanche. Hein. Donc en fait, ces expériences de vie, ça fait partie du passé, mais ce qui rassure quand on a 20 ans, en tout cas quand on a 25 ans, de lire ça, c'est de comprendre qu'on n'est pas les premiers à vivre ces expériences-là. On ne sera certainement pas les derniers, mais qu'il y a des gens qui ont écrit, qui ont posé en fait non seulement l'acte d'écrire, mais aussi des visions et des explications par rapport à comment se déconstruire en fait le racisme et comment est-ce que déjà on peut comprendre qu'un geste est lié à ma race et non pas seulement à mon humanité ou à ma valeur. Effectivement, parce que la lecture, justement, comme tu venais de le dire, ça construit la culture. Et à travers la lecture aussi, on peut également développer certaines défenses contre les discriminations, les discours de haine. Et justement, sur cette question des solutions, notamment, parce que là, on aborde la question des solutions à la discrimination et au discours de haine. Qu'est-ce qui, d'après toi, pourrait fonctionner concrètement pour protéger notamment les jeunes de la discrimination? Je pense déjà faut travailler en groupe, faut travailler en équipe. Parce que comme je disais, on est dans une société qui est très individualiste, donc qui va faire croire que l'échec, ou en tout cas ne pas réussir à trouver un emploi, ne pas trop réussir à trouver un logement, c'est une question personnelle et individuelle. Et ce qui n'est pas forcément vrai, parce qu'il ne suffit pas d'être motivé pour trouver, c'est pas vrai. Il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, quoi. C'est-à-dire, moi, l'autre fois, c'est ce que je disais à un jeune, c'est-à-dire quand tu postules dans un magasin, on va dire, parce que c'est quelque chose de public et de visible, en fait, si tu rentres dans le magasin et que tu vois aucune personne racisée comme employée, tu sais que tu as quasiment zéro chance d'être recruté. Donc ça sert à rien de perdre son temps à envoyer des CV dans ces sociétés-là. Peut-être qu'il faut trouver d'autres axes en fait pour leur faire comprendre que voilà, on a de la valeur et qu'on peut travailler, qu'on travaille également. Après, je pense que c'est pour ça que c'est important d'être ensemble et pas de penser qu'individuellement on va s'en sortir. C'est clair que individuellement on avance. Hein. Je veux dire, individuellement, moi je travaillais longtemps pour les banques, on avance, on se construit, on va dire, financièrement, etc. Mais en fait, comme dit Ubuntu, ensemble on va plus loin, hein. C'est juste ça. Hein. Ensemble, on va effectivement plus loin. Et au niveau du Luxembourg, le 28 novembre 2025, le Conseil du gouvernement a adopté le plan national anti-racisme. Et justement, je voudrais avoir ton avis là-dessus. Est-ce que d'après toi, c'est un véritable pas en avant dans la lutte contre les discriminations et l'antiracisme au Luxembourg, ou bien cela reste uniquement un dossier de plus qui va être fermé dans les tiroirs? En fait, moi, moi, ça me fait toujours sourire, ça, parce qu'en fait, c'est un petit peu à chaque fois qu'on a une victoire, ouais, on va la dévaloriser. Donc, par exemple, dès l'instant, moi j'ai vécu ça en France, dès l'instant qu'il y avait en fait de plus en plus de personnes racisées qui arrivaient au niveau bac, on nous explique que le bac ne vaut plus rien. C'est quand même ça. C'est l'échelle de valeur, elle est placée par rapport à quelle est la personne qui obtient quoi. Et donc, je veux dire, là, quand on a un plan contre la pauvreté, on est content de l'avoir. On est content de l'avoir parce que ça concerne tout le monde et qu'on se dit que oui, la pauvreté, c'est un fléau sur lequel on doit travailler.
Et quand on a un plan contre le racisme, on se dit tiens, ça concerne les personnes racisées, donc ça vaut pas grand-chose. Et moi, je te dis non, vaut mieux avoir un plan que rien du tout, parce que ne pas avoir de plan, bah, c'est la situation dans laquelle on était antérieurement, c'est-à-dire qu'on n'a pas le soutien en fait des institutions dans les actions qu'on peut poser et mettre en place. On n'a pas de cadre, hein, et donc c'est essentiel d'avoir un plan. Après, comme je dis souvent, le plan, il est pas, je veux dire, il va pas être, il se suffit pas à lui-même, hein. Dire, ce sont les acteurs sociaux qui vont en fait construire ce plan. Parce que dans le plan aujourd'hui, je crois qu'il y a 23 orientations et près de 118 actions qui sont proposées, mises en place, hein. Et One People fait partie du comité de suivi du plan d'action. Et notre objectif, c'est vraiment que ces actions portent leurs fruits. Et donc voilà, le plan ne peut pas s'articuler tout seul. Donc si on ne veut pas que ce soit une lettre morte, bah, clairement, bah, encore une fois, c'est ensemble qu'il va falloir agir sur les différents dossiers et prendre ses responsabilités. Je pense qu'on ne sera jamais assez nombreux sur ce terrain-là. Je rappelle, hein, pour ceux qui ont la mémoire courte ou qui oublient parfois l'histoire, hein, dire bah, l'Europe a pratiqué 400 ans d'esclavage. 400 ans, c'est pas une, deux, trois générations. Donc, clairement, ben, on en est sorti un jour. Ouais. Voilà, donc une société post-raciste, oui, effectivement, on doit en sortir un jour, parce que des sociétés sans racisme, il y en a eu avant. Bien avant, justement, l'esclavage et le racisme. Tu as évoqué justement le mot ensemble. Et justement, comment est-ce que faire d'abord intéresser les principaux bénéficiaires ou bien en quelque sorte les principales cibles justement de ce plan d'action, comment les intéresser justement à cette question du racisme, parce que justement c'est vrai, le plan a été adopté, mais ils sont un tout petit peu ces jeunes surtout qui connaissent déjà l'existence notamment de ce plan et qui voient justement en ce plan une lueur d'espoir. Donc justement d'après toi, comment est-ce que les jeunes peuvent être, ou bien comment est-ce qu'on peut mieux intéresser justement les jeunes sur ces questions, notamment sur le plan notamment anti-racisme qui a été développé? Bah, je pense qu'en tant qu'acteurs sociaux, c'est toutes les actions qu'on va mettre en place qui vont permettre de faire vivre le plan, que ce soit auprès des communes, que ce soit au niveau des jeunes dans les établissements scolaires. C'est-à-dire que le ministère de l'Éducation nationale, ici au Luxembourg, a investi énormément sur ce plan, parce qu'ils ont rajouté beaucoup d'actions, en fait, qui au départ n'étaient pas forcément demandées, mais ils ont impulsé beaucoup d'actions. Donc après, c'est vraiment c'est vraiment aux acteurs sociaux, aux différents ministères qui sont signataires du plan. En fait, il y a le ministère du Logement, il y a le ministère de la Famille, le ministère de l'Éducation, bah, de faire vivre ce plan. Après, je veux dire, comment intéresser les jeunes, c'est pas sur TikTok qu'on va comprendre ce qui se passe dans le plan. Donc à un moment, on sait on sait que dans notre démarche, on se bat contre des algorithmes, hein, clairement. Ben, nous, par exemple, quand on fait Black History Month, l'idée c'est que les gens se rencontrent et les gens se parlent. Parce que c'est clair que si on veut comprendre ce que c'est que le racisme au Luxembourg, ben voilà, c'est pas une vidéo 3 minutes de TikTok ou une intervention, juste une intervention sur Instagram qui va permettre de comprendre. Il faut essayer d'aller plus loin, il faut prendre le temps de lire, il faut prendre le temps de voir des films. Et l'engagement, c'est aussi ça, c'est-à-dire que c'est pas, il n'y a pas que Netflix dans la vie, quoi. Effectivement. Et avant de conclure, je voudrais te poser une question qui s'inscrit toujours dans le champ lexical de l'espoir. Et pour ramener justement cette question à toi, qu'est-ce qui te donne justement de l'espoir dans ce domaine, dans le domaine de la lutte contre les discriminations et l'antiracisme? Bah, moi, je suis pleine d'énergie, donc j'ai pas de soucis là-dessus, hein. Donc voilà. Après, je veux dire que quand je vois par exemple l'association One People, on est là depuis 4, bientôt 5 ans. Et quand je vois effectivement le travail qu'on a pu faire, ça montre bien qu'il y a des choses à faire, qu'il y a un terrain au Luxembourg qui le permet également. Et qu'en fait, après, il faut que les gens bah, voilà, se décident et aient envie de faire des choses. Après, nous, je veux dire, on a fait le Black History Month, là on en est à la 3e édition, on est en train de préparer la 4e édition. Bah, clairement, personne ne l'aurait imaginé. Donc, il faut croire dans ses rêves, il faut croire qu'on a envie de changer un petit peu la donne par rapport aux situations de racisme ou de discrimination qu'on peut vivre. Et bon, en tant que personne racisée, j'en ai vécu beaucoup. Mais bon. Est-ce que tu aurais un dernier mot à l'endroit de nos auditeurs et auditrices?
Moi, qu'est-ce que j'aurais envie de dire aux jeunes, en fait, faut sortir, des réseaux sociaux comme je vous dis. Il y a le pire et le meilleur dedans, mais voilà, pour se construire, il faut prendre le temps. Une idée, ça se construit pas en 30 secondes ou en 3 minutes. Une démonstration, ça se construit pas non plus en 30 secondes, en 3 minutes. Il faut prendre le temps de lire, il faut prendre le temps d'observer également. Après, chacun a sa façon de comprendre. Il y a des gens qui vont avoir des mémoires visuelles, des mémoires plutôt émotionnelles et autres. Donc voilà, moi, voilà, comme je le disais tout à l'heure, moi j'étais extrêmement choquée en tout cas, de voir qu'il y avait eu autant de suicides de jeunes post-Covid, qu'il y avait une peur des jeunes par rapport à l'avenir. Et voilà, quand on est jeune, comme on dit, il y en a qui disent on vit qu'une fois. Moi, je dis non, on meurt une fois, on vit tous les jours. Donc tous les jours est un nouveau jour. On meurt une fois, on vit tous les jours. Merci beaucoup Madeleine pour cet échange très très riche. Et ce qu'on retient, c'est justement que les discriminations ne relèvent pas seulement de la cohésion sociale, mais elles touchent également la santé mentale et le développement des jeunes. Merci à vous tous et à toutes qui nous écoutez. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et à très bientôt pour un nouvel épisode de Mind Matters. Merci beaucoup Pierre-Yvon.